Bonjour à tous, ravi de vous accueillir au nom de la FNEJ pour ce webinaire sur l'intelligence artificielle dans le cadre, non pas d'une activité pédagogique, mais dans cadre d'une activité de recherche, c'est-à-dire quelles sont les opportunités que peuvent nous offrir les intelligences artificielles pour nous aider à faire nos revues de littérature, comme l'indique la première diapositive de la présentation. Donc, très heureux d'accueillir aujourd'hui Isabelle Walsh, qui est professeure émérite Schema et fondatrice de Scanlit. On vous expliquera en quoi consiste Scanlit ultérieurement, ainsi qu'Alexandre Renaud, qui est professeur associé à l'EM Normandie et cofondateur de Scanlit, qui est une start-up académique. Là aussi, vous aurez un peu plus de précision. Alors, quelques éléments avant de leur céder la parole. D'abord, vous avez un outil de questions-réponses. Vous pouvez poser des questions par écrit et on vous répondra soit à l'oral, soit par écrit en fonction de la question sur le moment. C'est Alexandre qui va s'occuper de gérer ça principalement. Je souhaite vous indiquer aussi que c'est enregistré, ce webinaire est enregistré, donc il sera disponible sur notre plateforme dans peu de temps après la fin du webinaire, qui durera 1 heure. On va essayer de tenir les délais et je suis très heureux d'accueillir donc Isabelle et Alexandre, surtout que la FNEJ a supporté et soutenu le développement au travers notamment de la base de données qui est sous-jacente à une des solutions qui vous sera proposée aujourd'hui, Scanlit, qui s'appelle dataman.fr, qui regroupe toutes les revues qui sont, depuis l'origine historique de chacune de ces revues, qui sont dans la liste bien connue, produite par le Collège scientifique de la FNEJ tous les 3 ans. Voilà, j'ai assez parlé et vous passez directement au vif du sujet. Je cède la parole à Isabelle et Alexandre. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, on va essayer de répondre aussi brièvement que possible à la grosse question qui est l'objet de ce webinaire. Je vais devoir prendre certains raccourcis parce qu'on ne pourra pas faire une revue complètement en détail. Et s'il y a certains spécialistes dans l'audience, je m'excuse de certains raccourcis que je vais devoir prendre pour essayer de dresser une image à peu près globale de où on en est en ce qui concerne l'intelligence artificielle pour nous aider à faire nos revues de littérature. Donc, notre contexte de chercheur, c'est une situation d'infobésité. Donc, on a baptisé infobésité dans tous les domaines, pas seulement notre domaine du management, de l'économie et de la gestion, mais dans tous les domaines. On a un nombre de publications qui croît au quotidien et qui complexifie énormément notre travail de recherche documentaire dans le cadre de revues de littérature et qui nous mène souvent à des informations qui sont incomplètes et ou inexactes. Ceci, couplé avec notre manque de temps chronique, qu'on soit chercheur ou praticien d'ailleurs, fait que mener une revue de littérature dans ce contexte aujourd'hui ou une recherche documentaire est extrêmement difficile et il peut être tentant, effectivement, d'envisager d'utiliser l'intelligence artificielle. Alors, il y a des débats multiples dans le monde académique sur l'intelligence artificielle, aussi bien pour la pédagogie que pour la recherche. Mais avant de débattre ou d'échanger, il faut essayer de comprendre de quoi on parle. Alors, je suis partie d'un article que mon collègue François a co-signé avec Mwenganyama cette année, qui divise, on peut dire grossièrement, mais globalement, les intelligences artificielles en deux grands types. Les grands modèles de langage, LLM, Large Language Models, ce sont des systèmes qui vont s'appuyer sur l'exploration de données massives, Big Data. Le système va identifier des modèles et créer des algorithmes, des règles à appliquer. Ce ne sont pas les hommes, ce sont les machines qui vont créer ces algorithmes. Et les machines vont travailler sous apprentissage dit supervisé, c'est-à-dire qu'on va les nourrir avec des données tests qui vont être catégorisées. Et on va aussi utiliser parfois, souvent, l'apprentissage supervisé avec un système de récompense à la machine pour lui signaler si elle fait bien son travail ou pas. De nouveau, c'est très vulgarisé afin qu'on puisse tous comprendre de quoi il s'agit.
Le deuxième grand type d'intelligence artificielle, ce sont les systèmes dits experts d'aide à la décision. C'est en fait le premier type d'intelligence artificielle qui a été commercialement viable historiquement. Ça remonte au début des années 80. Mais ces systèmes experts, alors à l'époque, ça a été énormément appliqué dans la finance et dans les systèmes bancaires, entre autres pour coter les crédits des individus, par exemple. Enfin, il y a eu des tas d'applications au niveau financier. Ces systèmes, mais depuis, bien sûr, les systèmes experts se sont énormément développés dans tout domaine. Ces systèmes experts vont s'appuyer sur des algorithmes développés par des experts humains de chacun de ces domaines. Et on va utiliser un apprentissage dit non supervisé parce que la machine va utiliser une détection de similarité basée sur les règles fixées par les experts humains. Donc, ce sont deux grands types et je vais rentrer un petit peu plus en détail dans chacun de ces deux grands types d'intelligence artificielle. Donc, on va d'abord parler du premier, les grands modèles de langage. Alors, ces modèles font des prédictions. Ils vont prendre des décisions, mais ils ne vont pas être explicitement programmés pour prendre ces décisions ou faire ces prédictions. Ce sont des modèles dits probabilistes. Ils vont identifier des modèles, des relations, des informations à partir des données avec lesquelles on les a nourris. Ces informations et ces prédictions vont être faites à partir d'exemples qu'on lui a fournis, qu'on a fournis à la machine, et des données massives qu'on a utilisées pour la former. Et l'intelligence artificielle va utiliser ces connaissances pour améliorer les performances au fil du temps sur des tâches données. Alors, bien sûr, parmi les LLM, il y a les IA génératives, dont tout le monde, bien sûr, a entendu parler, les fameux GPT, les transformateurs génératifs pré-entraînés qui peuvent générer des images, du texte, du code informatique. Et le cas d'usage typique c'est la génération de texte et des résumés de texte. On connaît tous maintenant ces solutions qui proposent de résumer un PDF ou de faire des résumés succincts de certains textes. Alors, ces IA génératives effectuent un traitement du langage naturel, Natural Language Processing, le fameux NLP, et c'est vrai que c'est très tentant pour aider à faire des revues de littérature. Alors, où en sont les LLM aujourd'hui? Alors, désolé du côté un petit peu technique, mais c'est juste la toute petite partie technique. Il y a 3 grands types de LLM aujourd'hui, mais en fait, il y en a surtout un qui nous intéresse, c'est celui-là. Et en fait, vous voyez, quand je parle de probabilité, si on prend l'exemple qui est donné dans l'article de Minatal de 2023, qui est très clair, on prend un exemple, les étudiants ouvrent l'heure et la machine doit déterminer si ça va être en fonction du contexte de données, si ça va être leur livre, leur ordinateur, leurs examens ou leurs yeux. Alors, il est clair que dans un contexte universitaire actuel, ça sera plutôt leur ordinateur qu'autre chose. Mais voilà. Donc, la machine va évaluer la probabilité pour que chacun de ces termes arrive à la suite de les étudiants ont ouvert l'heure. Les modèles actuels d'IA générative, pour la plupart, pas tous, mais pour la plus grande partie, appartiennent à cette première catégorie. C'est le cas de GPT-4, de LLM, de Llama, pardon, j'ai inversé ici les termes, de Llama, de Palm. Alors, dit plus simplement, les IA génératives, où en est-on aujourd'hui, concrètement? Alors, on a les IA génératives généralistes de type GPT. Et elles ont mené, on l'a vu, à des très grosses hallucinations. Je sais que certains collègues avaient cherché à utiliser ChatGPT, par exemple, pour faire des revues de littérature et pensaient que c'était génial. Et quand je leur ai signalé, ouais, mais tu as vérifié que les références, les citations qu'on te donne existent? Ben non. Bah, ce sont des hallucinations. La machine invente des références, par exemple. Donc, à partir de là, les scientifiques se sont dit, bon, bah, très bien, on ne va pas nourrir. Dans le premier cadre, on a nourri la machine de toute la connaissance, y compris les fake news, y compris ce qu'il y avait sur le web. C'était nourri de toute la connaissance du monde qui était disponible. Donc, les scientifiques se sont dit, non, mais il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. On va nourrir la machine avec uniquement des informations scientifiques. Ça a été un énorme échec. Galactica a été lancé en novembre 2022, a été fermé dans les 48 heures. Parce qu'on ne parle pas management comme on parle médecine, comme on parle mathématiques. Ce sont des langues différentes, même si on passe par l'anglais ou le français ou une autre langue, on ne parle pas de la même manière. Donc, quand on demande à une machine d'évaluer une probabilité dans une suite de tokens, suivant la manière dont elle a été entraînée, ça va donner des gros problèmes. Donc, très bien, on a dit, bon, on va utiliser ce
ce qui a été baptisé RAG, Retrieval Augmented Generation, c'est-à-dire qu'on va nourrir la machine avec des données bien spécifiques. Alors, l'approche RAG est énormément utilisée dans les entreprises aujourd'hui, moins dans le domaine scientifique, mais ça commence à être pas mal adopté. Donc ici, on a des IA génératives dédiées à des domaines spécifiques. Malgré tout ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes sur l'efficacité et la scientificité des résultats qui sont extrêmement douteux. Il y a beaucoup de textes, j'en ai cité quelques-uns ici. Il y a des hallucinations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les citations qui sont proposées, souvent, on n'a pas leur source, on ne sait pas d'où elles sortent. Et il faut vérifier si elles existent. Et les données, en général, ne sont pas mises à jour. Elles sont mises à jour très en retard. C'est-à-dire, je ne sais pas, là, ça commence à s'améliorer, c'est plus proche. Je crois qu'aujourd'hui, on doit en être à 2023. Mais on n'a pas les derniers textes qui sortent, on n'a pas les dernières sources scientifiques à jour. Alors, on peut se poser la question, quelles sont les solutions qui mobilisent aujourd'hui l'IA générative pour les revues de littérature? On est en train de préparer un article là-dessus, comparant ces solutions. Il y en a 4 qui valent la peine qu'on s'arrête un petit peu dessus. Alors, Alexandre a fait une étude relativement poussée comparative sur ces quatre solutions. Moi, je vais juste dire que ce qui me frappe particulièrement, c'est que les 2 dernières, Scholar AI et SciSpace, pour moi, sont surtout des plugins de ChatGPT ou de Copilot. ChatGPT étant l'IA générative d'OpenAI et Copilot, celle de Microsoft. Mais ce ne sont pas réellement des outils, en ce qui me concerne, en tant que chercheur, que j'utiliserai. Consensus et Site semblent un petit peu plus sérieux. Donc, Alex, tu veux peut-être donner ton avis, parce qu'il a fait une recherche sur des mots-clés spécifiques et à nouveau, on va publier là-dessus. Oui, alors, à tous, sur Consensus, l'intérêt de Consensus, c'est qu'il va finalement apporter un espèce de petit algorithme de hiérarchisation des articles qu'il met en avant. Donc, il y a un peu de plus de pertinence que les autres. C'est vrai que les plugins type Scholar AI apportent des résultats qui ne sont pas très satisfaisants. C'est des petits textes peu approfondis, avec des données qui ne sont pas vraiment scientifiques. On a fait, je crois, des chiffres à la fin, je ne sais pas. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que ce sont des outils qui peuvent être intéressants pour avoir une réponse sur une question très rapide, mais d'un point de vue scientifique, d'un point de vue profondeur, d'un point de vue de la pertinence de recherche, c'est très très faible. Et surtout, en fait, les données qui sont mobilisées ne sont pas des articles qui sont scientifiquement pertinents au regard des critères qu'on va aborder plus tard, type article publié dans les… Si tu peux te mettre plus près du micro, s'il te plaît, parce que tu n'entends pas très bien. Parce que on est dans la même pièce, donc si je mets le micro, ça double. Oui, je disais, il y a un vrai souci en termes de pertinence des données qui sont utilisées pour créer les textes par les agents conversationnels de ces différents outils. Souvent, ces articles sont publiés dans des revues qui ne sont pas reconnues comme pertinentes par nos institutions, type FNEJ ou type même classement un peu plus large, comme le classement AIG ou ex-ABS, quoi. Et donc, ce sont des réponses qui peuvent être OK pour une petite recherche comme ça, pour avoir une réponse rapide sur un sujet, mais qui, pour une revue de littérature en tant que telle, est assez peu pertinent. Voilà. Oui, globalement, sur tous ces outils, on relève un manque de transparence quasi total dans les 2 derniers, dans les 2 premiers partiels. La plupart des solutions ne sont pas ancrées dans des méthodes scientifiques validées par les pairs, c'est-à-dire par le biais de publications. J'ai trouvé une publication qui semble assez sérieuse de Site, une publication scientifique sur l'outil, mais sur une partie de l'outil, parce qu'il y a 2 options il y a l'agent conversationnel et puis il y a de l'analyse de citation, de l'analyse de réseau, qui est intéressante, qui pourrait être intéressante dans le site. Mais voilà, il y a très, très peu de transparence et un manque de contrôle quasi total de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelles données on utilise, on ne sait pas on ne sait pas la couverture de ces données. Donc, on nous demande de faire, a priori, en tant que chercheur, confiance dans les solutions et leurs résultats. Donc, en ce qui nous concerne, on dénote 3 verrous dans ces solutions qui mobilisent l'IA générative à ce jour. Le premier verrou, c'est que les sources des données sont parfois obscures et ne sont pas du tout spécialisées.
C'est-à-dire que c'est du vrac, mais du vrac scientifique. Et quand on voit l'échec de Galactica, on peut se poser des questions quand même, hein. Galactica ayant été proposé par Meta, hein, qui est une des plus grosses sociétés qui travaille sur l'IA générative aujourd'hui au niveau mondial. Le deuxième verrou, c'est la validité scientifique et la classification des résultats qui est très, très, très sérieusement mise en doute à partir des résultats qu'on a obtenus. Et à nouveau, on va publier une étude comparative. Le troisième verrou, c'est la maîtrise de l'utilisateur. Quand on fait une revue de littérature, on le sait tous, on veut quand même avoir la main sur les textes qu'on va utiliser. On ne peut pas prendre, on ne peut pas faire confiance aveuglément à ce qui nous est donné. Voilà, d'où ça sort, pourquoi. Et il est intéressant de savoir qu'aucune des solutions ne donne les mêmes résultats, hein. Aucune. Donc, voilà. Alors, il y a un deuxième type d'intelligence artificielle, je vous l'ai dit, ce sont les systèmes experts. Et là, on a donc des systèmes qui suivent des règles explicites et prédéfinies, qui sont créés par des experts humains spécialistes dans le domaine, dans le domaine concerné. Et ces systèmes experts ont été définis depuis très longtemps comme des systèmes ayant un degré de prise de décision et une performance qui sont comparables ou supérieurs à ceux d'un expert humain. Récemment, la bibliométrie a pris un énorme essor. C'est une science transversale qui touche toutes les disciplines et ça a pris un énorme essor ces 2 dernières décennies. Et Nguyen Nga Thiam et Rove, en 2024, ont signalé que les systèmes experts basés sur des techniques bibliométriques fonctionnent de manière très efficace et efficiente et fiable pour hiérarchiser et classifier les documents. Okay. Donc, à partir de là, nous, on commence à se poser des questions. Il faut savoir qu'on est chercheurs comme vous, hein. Nous sommes d'abord des chercheurs. Okay, donc, ça fait un moment, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on travaille sur le sujet et on a cherché des techniques bibliométriques qui nous permettent d'obtenir une revue de littérature de qualité. Et c'est un article que nous avons publié en 2017. On propose deux analyses bibliométriques pour faire une revue de littérature correcte. Une analyse de co-citation des références citées, une analyse de couplage bibliographique de documents citants. Les deux travaillent sur les bibliographies que très peu de gens, que très peu de solutions utilisent, tout simplement parce que les bibliographies des articles sont très sales encore aujourd'hui. Ces 2 analyses bibliométriques permettent d'obtenir 2 ensembles de résultats. Le passé du champ, c'est-à-dire les textes fondateurs, à partir desquels un champ a été créé, et le présent de ce champ, c'est-à-dire les textes récents ayant eu le plus d'impact dans le champ étudié ces dernières années. Donc, ça nous a paru très intéressant. On a démontré que ces deux méthodes, quand elles sont utilisées de manière complémentaire, permettaient de faire des revues de littérature et permettaient de gagner beaucoup de temps. Alors, nous avons analysé en 2022 les systèmes experts existants qui permettaient de faire ces analyses plus ou moins automatiquement. Et nous avons détecté 3 verrous dans les systèmes experts existants. Le premier, c'est le fait que c'était des systèmes experts faits par des experts en bibliométrie pour des experts en bibliométrie. Or, je suis sûr que 90% d'entre vous n'ont pas envie d'apprendre à faire de la bibliométrie. Ils veulent se servir des outils, mais n'ont pas particulièrement envie d'être formés en bibliométrie. Donc, le coût d'entrée de ces solutions existantes était relativement très élevé en termes de besoins de formation. Le deuxième verrou, c'est le fait que les données, ils ne nettoient pas du tout, ou très peu, ou mal, les données. Et on sait tous qu'utiliser des données qui sont sales, ça donne des résultats qui sont faux, tout simplement. Et le troisième verrou, c'était le problème d'interpréter les résultats qui étaient produits. Ces solutions existantes proposaient des mappings, des cartographies sympathiques, mais très jolies, mais qui étaient très difficiles à interpréter. De plus, et ça, on l'a découvert depuis, puisqu'à l'époque, on s'était dit, à l'époque, on avait fait cette étude, on s'était dit, bon, il y a des bases de données existantes, mais on a réalisé que les bases de données existantes ne sont pas prêtes à faire l'investissement nécessaire pour que leurs données puissent arriver par API dans les solutions existantes, tout simplement. Donc, il fallait palucher à la main les données des grandes métabases. Donc, et toutes ces solutions qui étaient disponibles n'avaient bien sûr pas de données incluses. Donc, nous avons créé Scanlit, une start-up académique qui a été créée d'abord comme une association sans but lucratif à la demande de médecins qui travaillaient sur le Covid-19 et qui nous ont demandé de partager nos algorithmes, ce qu'on a fait avec plaisir et on l'a fait gratuitement. Et à la suite, soutenu par BPI France,
nous avons créé Scanlit parce qu'il y avait beaucoup d'intérêt, beaucoup de gens nous le demandaient au-delà de la médecine. Ça a été créé par les 5 chercheurs que vous avez sur l'écran ici. Et nous avons développé Artirev, qui est une IA, un système expert pour aider à faire des revues de littérature. Alors, c'est une solution qui est validée scientifiquement par nos pairs. On a ouvert les 3 verrous des IA expertes existantes. Aujourd'hui, n'importe quel néophyte peut se servir d'Artirev. Les données sont nettoyées et nous avons démontré dans l'article de 2022 qu'en prenant les benchmarks existantes, les résultats du nettoyage des bibliographies étaient excellents. Et nos cartographies sont comprises par n'importe qui. On va en parler dans une seconde. Et bien sûr, ça fait 10 ans qu'on publie sur le sujet. Nous incluons les données Artirev version 2.0 qui est sortie il y a quelques semaines, inclut les données des revues Liste FNEJ plus CABS. Il faut savoir que la FNEJ nous a énormément aidé à développer notre première base de données qui était Dataman FR, c'est-à-dire qui correspond aux listes des revues FNEJ. Depuis qu'elles ont été numérisées. Et ça avait donné naissance à la première base de données que nous avions développée, qui était Dataman_FR pour la France. Et aujourd'hui, nous avons Dataman qui inclut les listes FNEJ et CABS. Et on a déjà les données. Si besoin, on peut inclure également les revues de la liste ABDC, qui est plus intéressante pour le continent asiatique et l'Australie. Et nous avons aussi développé Datamed pour la médecine, bien sûr, puisque la médecine a été l'élément générateur de la création de l'association d'abord, puis de Scanlit. Et nous sommes en train de développer DataNG pour l'ingénierie plus largement. Notre base de données, notre métabase de données s'appellera Datascholar, les données pour les académiques. Mais nous différencions, chose très importante, souvenez-vous de l'approche RAG de tout à l'heure, nous différencions les disciplines. Ça nous paraît essentiel. Alors que toutes les solutions existantes qui utilisent l'IA générative, et on va y revenir, prennent les données en vrac, ce qui amène beaucoup de problèmes. Nous, dans nos solutions, nous différencions chaque discipline. C'est très, très important. Dataman aujourd'hui, donc, qui est la base qui vous intéresserait, et qui couvre l'économie et la gestion au sens large, ça couvre le marketing, la finance, toutes les disciplines habituelles de l'économie et de la gestion, couvre 1700 revues validées par nos tutelles de recherche et 5 millions d'articles publiés dans ces revues. À partir de mots-clés, vous obtenez d'un ou plusieurs mots-clés, vous obtenez 2 ensembles de résultats scientifiquement validés. Ce n'est pas la machine qui a décidé, ce sont des formules mathématiques basées sur des décennies de recherche en bibliométrie, et les résultats ont été validés par le biais de publication et vérifiés par nos pairs. Juste brièvement, et si vous le souhaitez, je vous ferai une démo live tout à l'heure, j'ai rentré 2 mots-clés parce que dans une des institutions qui nous suit, l'isomorphisme au niveau organisationnel les intéressait. Donc, j'ai rentré 2 mots-clés, isomorphisme institutionnel ou isomorphisme organisationnel. Bien sûr, vous pouvez rentrer les mots-clés en anglais et en français, puisque nous avons toutes les revues françaises qui sont dans la liste FNEJ. Donc, c'est important aussi, parce que beaucoup d'entre vous publient en français aussi et dans des revues françaises. Et à partir de ces mots-clés, on va obtenir 2 ensembles de résultats sous une forme graphique, vous voyez, qui est assez simple à comprendre. Là, ce sont les thématiques de recherche. Par défaut, ça a nécessité quelques clics, mais on obtient 2 ensembles de cartographie. Et quand on clique, donc ici, il y a 5 thématiques de recherche délimitées par les coloris différents. Chaque rond sur le diagramme qu'on appelle des nœuds en bibliométrie correspond à un article. Seul le premier auteur et l'année apparaît sur la cartographie, mais quand on clique dessus, il y a tous les détails relatifs à l'article qui est ici. Il y a un ensemble d'autres résultats qui sont proposés. Il y a les cartographies traditionnelles basées sur les distances ou basées sur la théorie des graphes. Il y a nous fournissons aussi des nuages de mots et une table avec tous les résultats. Donc ici, par exemple, sur l'isomorphisme organisationnel et institutionnel, ça donne ce résultat-là. Okay, et voilà les nuages de mots correspondants. Et ici, ce sont les thématiques et textes récents ayant eu le plus d'impact. Alors, pour qui? C'est d'abord pour les chercheurs, pour faciliter, bien sûr, la réalisation de revues de littérature. C'est pour nous aider à la rédaction, à la publication d'articles scientifiques, nous laisser la machine faire ce qu'elle peut faire pour nous aider et nous libérer du temps pour réellement créer, générer de la connaissance nouvelle.
Et ça permet d'actualiser aussi nos connaissances. On peut être spécialiste sur un sujet, mais pour se garder à jour, ça peut être compliqué dans le contexte actuel d'infobésité. Pour les enseignants, ça permet d'enrichir le contenu pédagogique de nos cours et le suivi des mémoires, qui est quand même un gros sujet en tant qu'enseignant-chercheur, parce que souvent, on nous demande d'encadrer des mémoires qui sont des mémoires de master, par exemple, qui sont assez loin de nos intérêts propres en recherche. Ils sont très tangentiels et souvent éloignés. Donc, comment vérifier que les revues de littérature sont bien faites? Là, en quelques clics, c'est vérifié. Pour les étudiants, ça permet, ils ont très peu de temps pour faire leur mémoire ou leur thèse. Donc, ça leur permet d'optimiser ce temps et ça va leur simplifier le travail pour la rédaction de la revue de littérature et va accélérer d'une manière générale leur recherche documentaire tout au long de leurs études. Alors, quelques institutions qui font confiance à Artirev aujourd'hui. Il y a quelques grands noms qui nous suivent depuis plusieurs années, même depuis le stade associatif, parce que quand nous avions mis à disposition Artirev, à disposition des médecins qui travaillent sur le Covid, nous avions besoin de financer le travail des codeurs. Nous n'étions pas rémunérés du tout, mais nous devions payer les codeurs et les serveurs. Et un certain nombre d'institutions ont soutenu le projet depuis cette époque et ont pu grandir en utilisation depuis. Il y a aussi BPI France qui nous a soutenus, qui nous a labellisé Deep Tech. Le label Deep Tech signifie que nous représentons les technologies de demain. Et nous faisons partie d'Educasur, qui est le premier cluster français d'outils de technologie pour l'éducation. Alors, en termes de formation, il y a des sessions régulières gratuites, live, d'une demi-heure qui vous permettent de prendre en main l'outil avec des fonctionnalités basiques et des questions-réponses. Vous pouvez vous inscrire par Doodle. Il y a une formation avancée sur Artirev qui fait partie du catalogue de formation de la FNEJ. La prochaine formation est prévue les 3 et 4 octobre à la FNEJ. Il y a aussi, parce qu'on s'est rendu compte avec les formes au fil des années, parce que maintenant, ça fait un certain temps qu'on pratique Artirev et les utilisateurs d'Artirev, qu'il y avait des fondamentaux et des choses importantes couvrant les revues de littérature et les bases de bibliométrie qui pouvaient être utiles. Donc, il y a aussi une formation en ligne qui est une formation en ligne sur ces bases bibliométriques, sur ces bases de revues de littérature. Oui, mais. Donc, la question, c'est, on s'est posé, et si on couplait Artirev avec une IA générative? Si on nourrissait une IA générative avec les résultats d'Artirev, qu'est-ce qui se passerait? Au moins, on garantit ce qu'on donne à manger à la machine. Les résultats, enfin, les textes pris en compte dans la revue de littérature sont validés. On a l'historique du champ, on a les textes fondateurs du champ, on a les thématiques de recherche avec les textes qui ont le plus d'impact. Si on demande à une IA générative de faire un travail relativement basique, elle devrait être capable de le faire. Alors, ça donne, c'est ce qu'on s'est dit. Okay, mais alors, au lieu de parler d'un transformateur génératif préentraîné, on parle d'un transformateur génératif guidé. Okay, il est préentraîné, mais il est guidé. Les résultats sont guidés. Et nous présentons un papier à l'AIM. Je vous invite à y assister. Alors, on a demandé que le papier ne fasse pas partie des proceedings parce qu'on a déposé un brevet et étant soutenu par BPI France, etc., on doit suivre un certain formalisme. Le brevet sera publié, enfin le texte sera publié seulement en janvier prochain. Donc, on a demandé que le texte même ne fasse pas partie des proceedings, mais je vous invite à y assister. On ouvre les 3 verrous des IA génératives existantes. Vous vous souvenez, tout à l'heure, il y avait 3 verrous sur les systèmes experts qu'on a levés avec Artirev, mais il y avait aussi 3 verrous sur les IA génératives existantes. Les sources et la non-spécialisation des données, c'est résolu. Les sources scientifiques sont correctement identifiées puisque nous avons des bases de données disciplinaires mises à jour au quotidien. Tous les jours, les bases de données disciplinaires sont mises à jour. Donc, non seulement on a des bases spécialisées, mais on a des sources avérées, on a des listes validées par nos tutelles de recherche, puisque en management, on utilise la liste FNEJ plus la liste CABS. La scientificité et la classification des résultats. C'est clair, puisque Artirev classifie et hiérarchise les résultats, c'est fait. Ça, on l'a, c'est acquis par Artirev. Mais en couplant Artirev avec une IA générative, on élimine les hallucinations et les résultats sont complètement transparents. Enfin, la maîtrise de l'utilisateur sur la conduite de la revue de littérature sur la version Artirev Web destinée aux chercheurs. Il y a une intervention possible du chercheur à toutes les phases
du système expert. Vous pouvez, dès que vous tapez vos mots-clés, il y a la liste de textes qui résulte, qui est détaillée. Vous pouvez enlever certains textes, ils ne répondent pas à vos attentes et ne pas les prendre en compte dans l'analyse. La seule partie où vous ne pouvez pas intervenir, c'est le nettoyage des métadonnées, bien entendu. Par contre, après, vous pouvez choisir les années que vous couvrez. Vous pouvez faire tous les choix possibles et imaginaux dans votre revue de littérature. Alors, ça va donner quoi? Alors, on a sorti le premier prototype, c'est pas ça s'appelle Socrate, hein, on l'a baptisé Socrate. Donc, le premier prototype de Socrate donne déjà des résultats remarquables. Voilà ce que ça donne. C'est-à-dire qu'au-delà des nuages de mots, on a pour chaque groupe de texte une labellisation, un résumé et les sous-thèmes qui sont détaillés avec les références précises auxquelles ces sous-thèmes se rapportent. Donc ça, ce sont les grandes écoles de pensée. Les groupes de textes donc, sont labellisés, résumés et les sous-thèmes détaillés. Voilà les thématiques de recherche récentes. Donc, c'est ça qu'on obtiendra à terme. Donc, ça, pour le moment, c'est au stade de prototype. Artiref fonctionne maintenant depuis des années, mais Socrate, pour le moment, est encore en prototype. Donc, rejoignez si ça vous intéresse, soutenez-nous parce qu'on a besoin de soutien. On est tout petit, on se bat contre des très gros, des Meta et des Microsoft, etc. Et vous pouvez tester gratuitement Artiref pendant une semaine. Vous vous connectez sur notre site. Vous pouvez en parler à vos labos et à institutions. Si une fois que vous avez testé, ça vous intéresse. Si vos labos sont intéressés, alors, quand vous testez gratuitement, vous n'avez pas accès à certaines fonctionnalités comme le téléchargement des résultats. Vous pouvez voir les résultats, mais vous ne pouvez pas les télécharger. Si vos labos, vos institutions sont intéressés, on peut mettre à disposition gratuite la version complète pour tout le labo pendant 2 semaines et vous accompagner. Il faut commencer aujourd'hui à jouer avec Artiref afin d'être prêt pour jouer les bêta-testeurs de Socrate parce que tous nos partenaires qui ont Artiref aujourd'hui seront nos bêta-testeurs dans quelques mois pour tester Socrate, le premier prototype est en train d'être finalisé. Voilà. Merci de votre attention et j'écoute vos questions. Alors, je crois qu'Alexandre a répondu à beaucoup de questions. On peut peut-être en partager certaines, Alex. On ne t'entend pas, Alexandre. Oui, attends, je vais couper mon micro. Ouais, excuse. Faut que tu coupes ton son aussi. Ce que je disais, en fait, c'est... Est-ce que vous m'entendez? Attends, je vais mettre un coup de toi, Isabelle. Ok, ce que je disais, c'est que, en fait, il y a 2 questions qui peuvent être intéressantes que je n'ai pas répondu pour qu'on puisse les partager à toutes et à tous. La première question qui était posée par elle, c'est pourquoi séparer les données par discipline du moment où le traitement lui-même peut être orienté par thème, puis inclure aussi les recherches transversales ou à cheval. Voilà. Si je coupe mon micro. Il n'y a plus personne là qui parle. Oui, donc j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y a eu un énorme échec qui a été subi par Meta avec Galactica. Concrètement, si on mélange les données de toutes les disciplines, la machine n'est pas capable de donner des résultats fiables. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, les recherches transversales, par exemple, quand on prend la liste FNEJ ou la liste CABS, peu importe, il y a des revues transversales dedans. Il y a de la philosophie, il y a de la psychologie, il y a des mathématiques, il y a des tas de revues. C'est-à-dire que nos tutelles de recherche, peu importe la discipline dans laquelle on se trouve, valident des revues transdisciplinaires. Et ça me paraît être la solution la plus fiable. Ce que je reproche aux grandes métabases de données aujourd'hui, c'est de se substituer à nos tutelles de recherche. Ils décident ce qu'ils indexent. Mais qui sommes-nous pour décider? Il y a des comités scientifiques dans tous les pays qui valident certaines revues pour certaines disciplines. Nous allons nous coller à ces décisions des comités scientifiques, humblement, parce qu'ils sont plus compétents que nous. Donc voilà, la seule réponse qu'on peut donner à ça, c'est pour obtenir des résultats fiables. De cette manière-là, nous avons démontré
que les résultats obtenus sont fiables. Après, on a une question qui est sur un de vos concurrents, qui est Research Rabbit. Oui, tu veux répondre? On l'avait étudié, on l'a éliminé assez rapidement. Bougez pas. Je crois que si tu pouvais un peu argumenter. Ouais, alors en fait, sur Research Rabbit, Research Rabbit, ça fonctionne comment? Je vais juste mettre ma caméra pour qu'on voit. Ça part d'un article de recherche qu'on met dans le logiciel et ensuite, là, le système va chercher tous les articles qui le citent et tous les articles qui sont cités par cet article. Donc, c'est un lien de citation, en fait, qui se crée. Et c'est intéressant hein, parce que ça permet d'identifier quelques références. Faut pas non plus dire que ça n'a aucun intérêt. En revanche, le problème, c'est que les références qui sont données, donc ça fait vite des nœuds, des gros réseaux. Et ces réseaux-là, en fait, ne sont pas hiérarchisés, ne sont pas organisés en unité de sens. Et finalement, si on commence à fouiller un petit peu le réseau, il s'étend de plus en plus et on retombe dans les mêmes travers que les moteurs de recherche traditionnels où on a une liste informe, on ne sait pas par quoi commencer, en fait. Et donc, ça, c'est un vrai problème. Donc, c'est une bibliométrie assez light, juste basée sur les liens de citation et pas sur des liens de co-citation, des liens de couplage bibliographique comme nous on fait. Voilà. Alors, ensuite, il y a une question qui est à la fois il y a deux questions que je vais réunir sur comment on fait pour citer le fait qu'on a utilisé Artirev Scanlit dans un article et Il n'y a aucun problème, mais il y a une publication qui date elle a été rendue publique en 2023 parce qu'on avait déposé le brevet en 2022, mais elle date de fin 2022 qui s'appelle Artirev. c'est pas Et ça la question. La question, je pense, c'est j'ai utilisé Artirev pour faire ma revue de littérature. Est-ce que je peux indiquer dans le rendu de mon travail que j'ai utilisé ce type d'outil pour réaliser la revue de la littérature? Il y a une question complémentaire, c'est est-ce que l'IA est autorisée dans le cadre des thèses? bien sûr, dans la mesure où ce sont des outils validés scientifiquement et où on peut citer la source de l'outil qu'on utilise, bien sûr, il n'y a aucun souci. Il n'est pas interdit d'utiliser des solutions, des solutions informatisées dans la mesure où on peut justifier ce qu'on écrit. Récemment, par exemple, j'ai une doctorante qui m'a interrogée parce qu'elle avait un article qui était en deuxième ou troisième rang de révision, je ne sais plus, et elle était prise à partie par un des reviewers qui lui disait, par un des rapporteurs qui lui demandait, oui, mais vous avez utilisé les paramètres par défaut d'Artirev. Il commence à y avoir pas mal de publications qui utilisent Artirev. La dernière fois que j'avais regardé, il y en avait plus d'une soixantaine. Donc des articles qui ont utilisé Artirev. Et donc le challenge, c'était pourquoi est-ce que vous avez utilisé les paramètres par défaut proposés par le système? Bon, mais là, ce que le rapporteur attendait, c'était tout simplement une preuve que la doctorante avait fait ce qu'on appelle sensitivity analysis, c'est-à-dire qu'elle avait testé différents seuils, puisque je vous dis que les chercheurs, je vous ai indiqué tout à l'heure que tout au long de l'utilisation d'Artirev, vous pouvez intervenir en changeant les seuils bibliométriques si vous le voulez. Et donc, ce que le rapporteur voulait entendre, c'est tout simplement qu'elle avait testé différents seuils et que les seuils qui lui donnaient des résultats les plus cohérents étaient les seuils par défaut proposés par le logiciel. C'est tout. Mais bien sûr, on peut utiliser Artirev. Il y a déjà pas mal d'articles qui l'utilisent. Et des thèses. J'étais rapporteur sur une thèse qui a utilisé Artirev. Alors ensuite, il y a des questions sur les sous. Donc, c'est sur les tarifs. Alors, si vous voulez, alors au niveau abonnement, attendez. Artesa, Pour le moment, vous avez accès gratuitement pendant une semaine. Attendez la semaine prochaine si certains d'entre vous veulent s'abonner parce que, à nouveau, je vous rappelle, nous sommes d'abord des chercheurs. Nous sommes d'abord des chercheurs. Et notre but, c'est de partager la connaissance avec le plus grand nombre. Comme aujourd'hui, on commence à atteindre un seuil critique d'utilisateurs avec suffisamment d'utilisateurs, le but, c'est de descendre les prix. Et on va les descendre. Il y a des prix qui sont affichés sur le site aujourd'hui. On va les descendre parce que le nombre d'utilisateurs nous permet de le faire aujourd'hui. Donc, je peux vous donner les prix qui seront à partir de la semaine prochaine, valides à partir de la semaine prochaine. Alors, il y a deux choses avant de donner les prix. Nous avons aussi développé une version light. Ce dont je vous ai parlé et ce que je vous ai montré, c'est Artirev Web en tant que chercheur où vous pouvez intervenir à tous les stades de la revue de littérature. Maintenant, il y a certaines personnes qui
ne souhaite pas, souhaite faire juste des revues de littérature rapides et ne souhaite pas particulièrement écrire un article complet sur le sujet. Donc, on a sorti une version light qui va direct, à partir du mot-clé, qui va vous faire tous les choix pour vous, qui va aller chercher tout pour vous et qui va vous donner les résultats directement. Et cette version light sera moins chère que la version web. La version web donnera accès à la version pour les chercheurs plus la version light, avec les données incluses, je rappelle. Et la version web est compatible, outre nos propres données qui incluent les listes FNEJ et CABS, elle est compatible aussi, la version web, avec les données Scopus et Web of Science. Si vous souhaitez utiliser vos propres données, vous pouvez les télécharger directement dans le bloc nettoyage. Donc maintenant, je peux vous donner les prix auxquels nous sommes arrivés, qui seront valides à partir de la semaine prochaine. Artirev Lite, donc la version Lite, sera à 29 € pour les professeurs et à 19 € par mois, j'entends. 29 € par mois pour les professeurs et à 19 € par mois pour les doctorants. Et la version web complète sera à 69 € pour les professeurs et 49 € pour les doctorants. Et une idée de prix pour les institutions? Pour les institutions, il faut nous interroger parce que les prix varient vastement. Nous sommes en échange actuellement avec certaines institutions pour équiper toute l'institution, les professeurs, les chercheurs et les élèves. Il y a un gros intérêt pour les élèves de master et de bachelor. Donc, ils seront équipés avec la version light et les prix changent complètement quand on parle de milliers de licences. Donc, il faut nous interroger, il faut nous envoyer un email à contact@scanlit.com ou à l'un d'entre nous, à Alexandre ou à moi-même, mais sinon, vous pouvez envoyer à contact@scanlit.com et nous viendrons avec plaisir rencontrer vos institutions et voir leurs souhaits, parce qu'il y a plein de paramétrages qu'on peut ajuster institution par institution. Je crois que tout le monde a accès aux réponses, mais peut-être Alexandre était en train de répondre sur le problème du plagiat et comment dire, Mais là, il peut pas y avoir de. Il peut pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune possibilité de plagiat. Non. On fournit des résultats, un ensemble de textes classifiés, hiérarchisés. Nous utilisons, même quand on mettra en place Socrate, contrairement aux autres outils qui vont avoir un gros problème dans pas longtemps, il y a un gros problème dans les IA génératives, je ne vous en ai pas parlé, qui génèrent du texte, c'est le problème de droit d'auteur. Parce que ces IA génératives utilisent les textes entiers qui sont disponibles en libre accès, certains textes. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous utilisons uniquement les métadonnées. Donc, ces métadonnées sont du domaine public. Donc, il ne peut pas y avoir de problème. La question, et c'est bien que tout le monde l'entende, c'était est-ce que la recherche du Artirev n'est pas considérée comme du plagiat par les logiciels anti-plagiat? Donc, Alexandre a répondu. Non, c'est pas possible. Aujourd'hui, pour le moment, il n'y a pas de rédaction, mais même à terme, il y aura, même avec la rédaction de Socrate, la labellisation et les résumés de Socrate, non, on utilise uniquement les métadonnées. Voilà, par contre, il faudra bien sûr signaler, en particulier quand vous utilisez Socrate, que le squelette de votre revue de littérature, le résumé a été fait par Socrate. Mais c'est un squelette, ça vous donne un début d'interprétation des résultats d'Artirev, mais une revue de littérature sérieuse va interpréter correctement les résultats d'Artirev. L'objectif, c'est pas que les chercheurs disparaissent. L'objet, oui. L'idée du chercheur et que le chercheur ensuite puisse apporter sa valeur. L'idée, c'est effectivement de faciliter le travail du chercheur, qui puisse apporter sa vraie valeur ajoutée et une vraie création de connaissances, et non pas résumer la connaissance existante. Aujourd'hui, une machine peut le faire, sait le faire, on l'a démontré, et de manière fiable. Une question qu'on a souvent, c'est sur les données, c'est sur l'accès aux articles. C'est-à-dire que. Alors, c'est une bonne question. Alors aujourd'hui, Artirev est. Je ne sais pas si c'est toujours en marche. Je vais voir si. Je vais vous le montrer en live. Non, c'est pas ça. Oui, non, mais je sais, les textes, pour montrer l'accès aux textes. Nous sommes interfacés avec le click and read du CNRS.
Donc, vous aurez… Donc là, c'est Artireb en live, hein. Bah, tiens, je vais vous montrer ce que ça donne, hein. Donc, quand vous cliquez sur les nœuds, vous avez ce qui s'affiche à droite. OK. Vous avez différents mappings. Donc, ça, c'est des mappings plus traditionnels de bibliométrie. Et ça, c'est des cartes basées sur les graphes. Vous avez les nuages de mots qui sont dynamiques. Vous pouvez faire sauter certains mots si vous le voulez. Voilà, et vous avez une table avec les liens, et quand vous cliquez dessus, vous avez les abstracts. Donc, ce que je veux vous montrer, je vais repartir au début. Je vais repartir au début pour vous montrer. Nous sommes interfacés avec le click and read du CNRS. Peut-être que tu pourrais expliquer ce qu'est le click and read du CNRS. Bah, c'est un superbe outil développé par une des équipes du CNRS. Le CNRS a acheté les droits sur un certain nombre de textes qu'ils mettent à la disposition de tous, qui sont en open access pour toutes les universités françaises, etc. Donc, je vais voir si je peux… je vais reprendre le même exemple, hein. Il y a 166 documents. Donc, quand on clique sur Search, là, ça prend un petit moment, vous allez voir pourquoi. Parce que là, vous allez avoir tous vos textes qui s'affichent. Et si vous attendez un petit peu, et vous cliquez sur les DOI, voilà, vous voyez le click and read du CNRS. Donc, tous ces textes, vous y avez accès directement. Alors, il y en a certains, vous y aurez… Donc, il faut penser à cliquer sur les DOI dans leur complétude, hein. Il y a un petit temps de latence, mais voilà. Tous les textes, si vous cliquez sur la petite icône, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, je peux vous montrer. Dans Google, vous tapez Click and Read CNRS. C'est un add-on gratuit, et puis voilà, vous cliquez là-dessus, et puis vous rajoutez. Voilà. OK, donc voilà. Et après, vous pouvez aussi avoir accès aux textes auxquels sont abonnés votre institution. Pour info, ça marche aussi dans Google Scholar, le click and read. Et ça marche Bien sûr. dans HAL. Bien sûr. Tu peux couper vite fait. Oui, vas-y. Je souhaiterais juste rajouter un petit élément. On m'a posé la question, j'ai répondu dans le chat. En fait, vous pouvez bien évidemment tester Artirev à partir d'aujourd'hui. Et la semaine prochaine, donc ce sera mardi midi, mercredi soir en fin de journée, jeudi en fin de journée et vendredi midi. On va organiser des micro-sessions de prise en main du logiciel pour vous aider à l'utiliser. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. On va vous envoyer un email soit ce soir, soit demain matin. Le lien est dans la Le présentation. lien est dans la présentation, mais ils ne vont pas recopier le lien. Donc, on va vous envoyer un email soit ce soir, soit demain matin avec le lien. Vous n'aurez qu'à vous inscrire à la session. Vous recevrez ensuite un lien de connexion à la session et ça prendra une demi-heure. On vous présentera rapidement le logiciel, comment il fonctionne, comment on lit les résultats et ça vous permettra d'optimiser votre période d'essai. Voilà. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous si vous avez des questions. Vous avez nos emails, vous avez ici. Si vous avez des problèmes techniques pour vous connecter ou autre, vous pouvez envoyer un message à maintenance@scanlit.com. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez envoyer un message à contact@scanlit.com. Et bien sûr, vous pouvez nous envoyer à Alexandre ou moi-même un email directement